Top 1. Le mécanisme d'Anticythère. Nous sommes en l'an 65 avant notre ère. Un cargo romain fend la mer Égée quelque part, entre la Crète et la Grèce continentale. Lorsqu'il sombre, il emporte sa cargaison. Des amphores de vin, des statues de bronze, de la verrerie, des bijoux et un autre objet. Un bloc de bronze corrodé de la taille d'un livre relié, rempli d'engrenages si petits et si précisément taillés que le monde n'en construira plus de semblables avant 1400 ans. Le navire coule et le secret sombre avec lui. Il reste là, au fond de la mer près de l'île d'Anticythère pendant 2000 ans. En 1901, des plongeurs grecs à la recherche d'éponges, travaillant sur l'épave, commencent à remonter des fragments de bronze corrodés. Personne ne sait ce qu'ils regardent. Le bloc est répertorié, numéroté et posé sur une étagère à Athènes, où il reste pendant plus de 50 ans. Puis, en 1951, un historien nommé Derek de Sola Price y regarde de plus près. Ce qu'il découvre réécrit tout. À l'intérieur de la corrosion se trouvent au moins 37 engrenages en bronze imbriqués. Non pas décoratifs, mais fonctionnels, un assemblage d'engrenages différentiels, un mécanisme épicycloïdal à goupilles et fentes, et inscrit sur les plaques intérieures en grec koiné, un manuel d'utilisation expliquant le rôle de chaque cadran. Voici le mécanisme d'Anticythère, et c'est sans conteste l'objet le plus technologiquement sophistiqué jamais récupéré du monde antique. L'appareil mesure 34 cm de haut, 10 cm de large et 9 cm de profondeur. Tournez la manivelle et la face avant affiche la position du Soleil et de la Lune dans le zodiaque. La face arrière comporte deux cadrans en spirale. L'un suit le cycle du calendrier métonique de 19 ans, le rythme imbriqué des années solaires et lunaires qui permet de prédire les éclipses. L'autre décompte le cycle des Jeux olympiques de 4 ans. Il existe un cadran auxiliaire qui suit la séquence de Saros, un système de prédiction d'éclipses de 18 ans et 11 jours, précis à 1 ou 2 heures près. En 2006, l'Antikythera Mechanism Research Project a utilisé la tomographie par rayon X à haute résolution pour lire l'intégralité du texte interne et a confirmé que l'appareil suivait également les 5 planètes connues dans l'Antiquité. La reconstruction de 2021 par l'équipe de l'University College London a proposé que le panneau avant contenait à l'origine 30 composants supplémentaires, montrant un modèle unifié de l'ensemble du cosmos connu. La précision du cadran de Saros est la partie qui empêche les ingénieurs de dormir. Prédire les séquences d'éclipses exige de comprendre que la Lune parcourt son orbite à des vitesses irrégulières, plus vite lorsqu'elle est proche de la Terre, plus lentement lorsqu'elle en est loin. C'est ce que nous appelons aujourd'hui l'orbite elliptique, un concept décrit formellement par Johannes Kepler en 1609. Le mécanisme d'Anticythère modélise cette irrégularité mécaniquement via un assemblage d'engrenages à goupilles et fentes qui accélère et décélère physiquement l'affichage lunaire pour correspondre au mouvement réel de la Lune. Cet engrenage aurait été réinventé par l'ingénieur flamand Simon Stevin vers 1600. Le mécanisme conservé au musée d'Athènes en possède un construit vers 100 avant notre ère. L'analyse isotopique de l'alliage de bronze, publiée dans la revue Almagest en 2017, confirme que le métal provient presque certainement de la région de Corinthe, ce qui est cohérent avec une date de fabrication située entre 150 et 60 avant notre ère. C'est ici que l'explication dominante intervient, et elle est juste. Les ingénieurs grecs étaient extraordinaires. Héron d'Alexandrie a construit des théâtres mécaniques programmables. Archimède a conçu des machines de siège qui terrifiaient les commandants romains. L'érudit Cicéron, écrivant vers 60 avant notre ère, a décrit un appareil fabriqué par Archimède qui reproduisait les mouvements du Soleil, de la Lune et de 5 planètes. Ainsi, le mécanisme d'Anticythère n'a pas été construit par magie. Il a été conçu par des personnes opérant au sommet d'une tradition connue d'ingéniosité mécanique hellénistique, travaillant à partir de siècles d'observations astronomiques accumulées. Mais voici le problème avec cette explication. Toute grande tradition technologique laisse des traces, des prototypes plus simples, des expériences ratées, des débris d'ateliers. La piste menant au mécanisme d'Anticythère est essentiellement inexistante. Il apparaît totalement abouti sans ancêtres identifiés. Et puis, après son naufrage, la tradition qu'il représente disparaît si complètement
que 14 siècles passent avant que l'Europe ne construise quoi que ce soit de mécaniquement comparable sous la forme des premières horloges astronomiques des clochers de cathédrales médiévales. Un navire, un mécanisme, zéro successeur. Certains chercheurs se demandent si cet appareil a été produit dans un centre de connaissances, peut-être le réseau de la grande bibliothèque d'Alexandrie ptolémaïque ou l'école d'astronomie de Rhodes, où existait un corpus de connaissances mathématiques et mécaniques qui n'a jamais été confié au papyrus ou qu'il a été puis à brûler. Si un navire marchand transportait par hasard l'un de ces instruments, combien en existait-il? Et qu'est-il arrivé à la civilisation d'artisans capables de les construire? Nous ne le saurons peut-être jamais. Ce que nous savons, c'est qu'un bloc de bronze corrodé tiré du fond de la mer Égée contient des engrenages que le monde moderne a mis 14 siècles à réinventer. Quelle que soit la tradition qui l'a produit, cette tradition est morte avec le navire. Top 2. Pumapunku. D'une machine conçue pour suivre le cosmos, nous voyageons maintenant vers les Andes boliviennes, sur un plateau à près de 13 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, où quelqu'un a laissé derrière lui un autre genre d'impossibilité. Une qui ne tient pas dans une vitrine de musée car les plus petites pièces pèsent en plus qu'un camion de transport moderne. Tenez-vous à Pumapunku, et la première chose que vous remarquez est le silence. L'altiplano bolivien s'étend dans toutes les directions, froid, plat et immense. Éparpillés sur le sol devant vous, comme jetés là par un dieu furieux, se trouvent dans les ruines, d'énormes blocs de pierre en forme de hache, chacun étant le miroir presque parfait du suivant. Des angles droits si vifs que vous pourriez vous couper dessus. Des surfaces planes si lisses qu'elles reflètent la pâle lumière andine. À travers le milieu de certains blocs, des canaux internes sont forés avec une précision qu'un machiniste moderne reconnaîtrait immédiatement et peinerait ensuite à expliquer. Voici Pumapunku, qui fait partie du complexe archéologique plus large de Tiwanaku. Daté par analyse au radiocarbone entre 536 et 600 de notre ère environ, il se situe à 3740 mètres d'altitude et a été bâti par une culture sans système d'écriture confirmé, sans outils en fer et sans roues. Ce sont les faits que la chronologie officielle vous demande de garder à l'esprit pendant que vous regardez ce qui a apparemment été construit sans rien de tout cela. Les blocs d'andésite en forme de hache sont au cœur du mystère. Il y en a des dizaines, et ils sont géométriquement identiques à environ 2 mm près sur tous les exemplaires subsistants. 2 mm, c'est la tolérance d'une pièce manufacturée, pas d'une pierre taillée à la main. L'andésite elle-même affiche entre 6 et 7 sur l'échelle de dureté de Mohs. Le bronze, le métal le plus dur dont disposait la culture Tiwanaku, affiche 3. On ne peut pas tailler un matériau plus dur avec un plus mou avec une précision submillimétrique. C'est tout simplement impossible. La physique ne le permet pas. Le plus grand bloc du site, connu sous le nom de plataforma, mesure 7,81 mètres de long, 5,17 mètres de large et un peu plus d'1 mètre d'épaisseur, pour un poids estimé à 131 tonnes métriques. Il a été transporté depuis une carrière située à environ 10 km de là. Les blocs de grès rouge du site proviennent d'une carrière distante de 90 km, de l'autre côté du lac Titicaca, nécessitant un transport fluvial sur des bateaux en roseau capables de supporter des cargaisons de plusieurs tonnes. Chaque bloc est arrivé, chaque bloc a été placé, et personne n'a laissé derrière lui un seul outil capable de produire ce que nous voyons sur leur surface. Les archives de l'archéologie expérimentale sont ici inhabituellement honnêtes. Jean-Pierre Protzen, de l'Université de Californie à Berkeley, a publié une étude détaillée dans le Journal of the Society of Architectural Historians en 1985, examinant les techniques de taille de pierre incas à travers la tradition andine. Sa méthode était directe. Il a tenté de reproduire lui-même la taille de pierre en utilisant des outils d'époque. Il a obtenu des résultats raisonnables sur des surfaces planes par martelage patient, pierre sur pierre, mais il n'a pas pu reproduire la géométrie tridimensionnelle des joints polygonaux qui caractérisent les blocs les plus sophistiqués. Abaisser à plusieurs reprises une pierre de 131 tonnes pour vérifier son ajustement contre 6 faces voisines irrégulières, ajuster et soulever à nouveau n'est pas un processus itératif qu'une équipe humaine pourrait gérer. C'est un calcul d'ingénierie effectué avant que la pierre ne bouge.
Il y a aussi la question des crampons métalliques. À Pumapunku, certains blocs étaient joints à l'aide de connecteurs métalliques en forme de I, coulés en fusion directement dans des rainures en T préalablement taillées dans la surface de la pierre. La même technique, non pas similaire, mais identique, apparaît à Sacsayhuaman au Pérou et sur des sites antiques en Égypte et au Liban. Les connecteurs n'ont pas été apportés sur le site préformé. Le métal a été fondu et coulé sur place dans des fentes prétaillées, ce qui signifie que quelqu'un a transporté un équipement de fusion portative sur un plateau à près de 13 000 pieds et l'a utilisé pour couler des connecteurs de précision dans des rainures de pierre. Aucune installation de fonderie n'a été trouvée à Pumapunku. L'explication dominante est que la culture Tiwanaku était un État andin sophistiqué avec une main-d'œuvre hautement organisée, des maîtres tailleurs de pierre ayant accumulé un savoir-faire sur des siècles, et la motivation religieuse de déployer d'énormes ressources humaines sur des constructions monumentales. Avec suffisamment d'ouvriers qualifiés, de temps et de techniques accumulées, selon cet argument, des résultats comme Pumapunku sont réalisables. Le style d'imbrication polygonale, loin d'être mystérieux, est en réalité une excellente ingénierie. Il répartit les contraintes sismiques sur des surfaces irrégulières, plutôt que de les concentrer sur des joints réguliers. C'est pourquoi les bâtisseurs andins l'ont adopté. Mais le savoir-faire accumulé n'explique pas l'absence de traces d'outils. Chaque tradition de taille de pierre de l'histoire, égyptienne, grecque, romaine, médiévale européenne, laisse des marques identifiables, stries de ciseaux, rayures de meulage, motifs de percussion. Les surfaces d'andésite de Pumapunku sont anormalement nettes et aucune équipe expérimentale n'a réussi à reproduire un seul bloc en H à l'échelle réelle en utilisant des méthodes d'époque. Certains chercheurs, dont le scientifique des matériaux français Joseph Davidovits, ont proposé que les blocs n'aient pas été taillés du tout mais coulés, versés comme une boue de pierre reconstituée dans des moules en bois, ce qui expliquerait à la fois la précision géométrique et l'absence de traces d'outils. Si les bâtisseurs de Tiwanaku avaient découvert comment reconstituer chimiquement l'andésite, cela représenterait une science des matériaux non atteinte de manière indépendante dans le monde moderne avant le XXe siècle. Nous ne savons pas si c'est ce qui s'est passé. Ce que nous savons, c'est que ce que nous voyons à Pumapunku ne correspond pas à ce que nous savons construire. Top 3, la coupe de Lycurgue. D'un plateau des Andes boliviennes, nous voyageons maintenant au cœur de l'Empire romain. Non pas vers ses légions ou ses routes, mais vers une unique coupe en verre posée tranquillement au British Museum, qui contient un secret que Rome a apparemment découvert et ensuite complètement oublié, la coupe de Lycurgue. Prenez la coupe de Lycurgue dans une pièce sombre et tenez-la face à la lumière. Ce que vous verrez vous fera vérifier l'étiquette à 2 reprises. Le verre est vert, au ton de jade et translucide, sculpté de figures du roi Lycurgue de Thrace, dévoré par des vignes dans une scène de punition divine. Placez une bougie derrière et la coupe se transforme. Le verre disparaît. Le verre devient rouge sang, un pourpre profond et sombre, brillant de l'intérieur, comme si quelque chose de vivant avait été piégé dans la silice. Ce n'est pas un tour de passe-passe de la vitrine. Ce n'est pas un revêtement moderne. Les Romains ont intégré ce changement de couleur dans le verre lui-même, à une échelle 50 fois plus petite qu'un globule rouge humain. Le principe physique sous-jacent n'a été théorisé par la science qu'en 1908. La coupe date du IVe siècle de notre ère et son histoire ancienne n'est pas documentée. Elle a fait surface au XIXe siècle dans le cadre de la collection Rothschild avant que le British Museum ne l'acquiert en 1958. Pendant des années, le phénomène de changement de couleur a été noté mais inexpliqué. Puis en 1990, une équipe de chercheurs du British Museum, Ian Freestone, Nigel Meeks, Margaret Sachs et Catherine Higgett, a placé un fragment du verre sous un microscope électronique. Ce qu'ils ont trouvé n'avait rien à faire là. Suspendus uniformément dans la matrice du verre se trouvaient des nanoparticules d'un alliage or-argent d'une moyenne de 50 nanomètres de diamètre. 50 nanomètres, c'est un millième de la largeur d'un cheveu humain. La composition de l'alliage n'était pas aléatoire. Elle était d'environ 70% d'argent et 30% d'or. C'était une formulation délibérée et les particules n'étaient ni regroupées ni agrégées.
Elles étaient réparties avec une constance qui produit un effet optique uniforme sur l'ensemble du récipient. À cette échelle, les particules métalliques interagissent avec la lumière entrante par un effet électromagnétique quantique appelé résonance plasmonique de surface. Essentiellement, les électrons des nanoparticules oscillent à des fréquences qui absorbent et diffusent différentes longueurs d'onde de lumière selon que la lumière vient de devant ou de derrière le verre. Le résultat est le passage du vert au rouge. Gustav Mie a décrit les mathématiques de ce phénomène de diffusion en 1908. Les Romains le produisaient dans les années 300. Les implications s'accentuent lorsque l'on considère ce que le principe de la coupe peut réellement faire. En 2013, des chercheurs de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign ont publié une étude démontrant qu'un réseau de nanoparticules à la géométrie de Lycurgue est assez sensible pour détecter des changements dans l'indice de réfraction des fluides entourant les particules. En langage clair, l'architecture de base de la coupe de Lycurgue, une suspension de nanoparticules dans le verre qui répond optiquement à son environnement, est le précurseur fonctionnel des biocapteurs optiques modernes utilisés pour détecter des agents pathogènes dans des échantillons liquides. Une coupe à vin romaine a accidentellement inventé le principe structurel d'une catégorie de technologies de diagnostic médical du XXIe siècle. La cage de la coupe elle-même, le filet décoratif extérieur de figures sculptées reliées au récipient intérieur par seulement 3 ponts de verre, appartient à une tradition de coupe romaine appelée diatreta, qui représente sans doute la plus haute réussite technique de la verrerie antique et qui a également été entièrement perdue après la chute de Rome. Un seul autre objet en verre antique possédant des propriétés de nanoparticules dichroïques confirmées a été identifié, un fragment provenant d'un site romain à West Hill, dans le Somerset, en Angleterre, suggérant qu'au moins 2 ateliers romains connaissaient la technique. Aucun texte romain ne nomme l'un ou l'autre atelier, aucun manuel de verrier ne décrit le processus, aucun registre de guilde ne répertorie la formule. L'explication dominante est que les verriers romains étaient des expérimentateurs empiriques qui ont découvert les effets dichroïques par accident en ajoutant des limailles de métal ou des solutions colloïdales à des lots de verre, observant les résultats sur des générations et affinant par essai et erreur ce qu'ils ne pouvaient expliquer en termes théoriques. Le résultat sophistiqué ne nécessite pas de théorie consciente de la nanotechnologie, seulement une itération artisanale patiente sur plusieurs décennies d'expérimentation en atelier. Mais voici ce que cette explication ne peut justifier. Produire des nanoparticules d'un diamètre constant de 50 nanomètres, uniformément suspendues dans le verre en fusion sans s'agréger en amas plus gros qui détruiraient l'effet optique, à un ratio d'alliage spécifique et contrôlé, n'est pas un accident empirique sur lequel un artisan tombe par hasard. Les chercheurs des institutions étudiant aujourd'hui les matériaux à l'échelle nanométrique ont découvert que la fenêtre précise de température et de chimie requise pour suspendre des nanoparticules de cette manière est exceptionnellement étroite. L'expérimentation aléatoire produit des résultats aléatoires. La coupe de Lycurgue n'est pas aléatoire, elle est contrôlée. Quelqu'un comprenait ce qu'il faisait en termes fonctionnels, même s'il ne pouvait pas nommer la physique. Certains historiens de la science des matériaux proposent que la chaîne de connaissances remonte à l'Alexandrie hellénistique, où les traditions alchimiques décrivent la réduction de sels métalliques en suspension de particules fines, la préparation d'or colloïdal comme technologie artisanale et non comme exercice théorique. Si cette tradition existait et a été transmise aux ateliers romains par les réseaux de la culture scientifique alexandrine, la coupe de Lycurgue pourrait être l'unique preuve physique survivante. Quand Alexandrie a brûlé et que ses savants se sont dispersés, la recette a apparemment brûlé avec elle. Top 4. Le pilier de fer de Delhi. Du verre impossible de Rome, nous nous déplaçons maintenant vers l'Est, vers un pays qui a laissé sa prouesse métallurgique se dresser à l'air libre à Delhi, où elle défie tranquillement les lois de la corrosion, depuis 1800 ans, le pilier de fer de Delhi. Il n'est pas spectaculaire au premier abord. Pas d'échelle colossale, pas de chambre cachée, pas d'inscription nécessitant une traduction par des sociétés secrètes. C'est simplement une colonne de fer sombre, s'élevant à 7 mètres d'une cour du complexe du Kutuba à Mehroli, à la périphérie sud de Delhi,
entouré d'une architecture islamique médiévale qui fut elle-même construite à partir des décombres de temples antérieurs. Le pilier précède tout ce qui l'entoure d'environ 1000 ans. Une inscription en sanskrit près de sa base l'identifie comme un monument à la mémoire d'un roi nommé Chandra, que les historiens ont corrélé avec l'empereur Gupta Chandragupta II, qui régna d'environ 375 à 415 de notre ère. Le pilier célèbre ses victoires militaires sur la frontière bactrienne. Rien de tout cela n'est la partie intéressante. La partie intéressante est que cette colonne est faite de fer. Elle se dresse à l'air libre dans le nord de l'Inde, à travers l'humidité de la mousson et la chaleur accablante de l'été, durant 1600 ans de cycles de pluie et de sécheresse qui détruisent le fer, et elle ne présente presque aucune rouille. Une fine patine de surface sombre, oui, mais aucune corrosion structurelle, aucun écaillage, aucune piqûre. Le fer sous la surface est essentiellement intact. La science métallurgique moderne n'a compris pourquoi qu'en 2002, lorsque R. Balasubramaniam, de l'Institut indien de technologie de Kanpur, a publié une analyse de référence dans la revue Current Science. Ce que Balasubramaniam a découvert, confirmé par diffraction des rayons X, c'est que la surface du pilier avait développé une couche protectrice auto-assemblée d'un composé appelé misawit, une forme de phosphate de fer et d'hydrogène cristallin d'environ 1/90 de millimètre d'épaisseur. Cette couche se forme lors des cycles d'humidité et de sécheresse du climat indien, s'auto-répare lorsqu'elle est endommagée et empêche toute oxydation ultérieure indéfiniment. L'industrie sidérurgique occidentale n'a développé d'alliage de fer résistant à la corrosion qu'au début du XXe siècle. Les métallurgistes Gupta avaient apparemment obtenu un résultat équivalent 1500 ans plus tôt. La clé résidait dans la composition du fer. L'analyse a révélé que le pilier était composé d'environ 98% de fer forgé, pur avec une teneur en phosphore d'environ 0,1 à 0,25%, exceptionnellement élevé par rapport aux standards de toute autre tradition antique du fer. Cette plage de phosphore spécifique est précisément ce qui permet la formation de misawit. Pratiquement aucune inclusion de laitier n'a été trouvée dans le matériau, ce qui signifie que le processus de fusion et de soudage par forge des Gupta était d'une propreté extraordinaire comparé à la production contemporaine de fer romaine ou chinoise, qui présentait typiquement 5 à 10% de laitier. La méthode de construction elle-même est stupéfiante à considérer. Le pilier n'a pas été coulé d'un seul jet. Il a été construit en soudant à la forge environ 120 000 pièces de fer individuelles, chauffées à environ 1000 degrés Celsius, martelées pour l'adhésion, puis façonnées et meulées pour obtenir le profil final. Chauffer uniformément une masse de fer de plusieurs tonnes à la température de soudage par forge nécessite un système de soufflet et de fourneau capable d'une combustion à haute température, soutenu sur toute la section transversale de l'objet. Aucun site de forge de ce type, datant de la période Gupta, n'a été formellement identifié. L'explication dominante crédite l'expertise empirique accumulée par les métallurgistes indiens qui avaient développé la tradition du fer la plus avancée au monde sur des siècles, produisant l'acier Woods légendaire que les marchands médiévaux transportaient à travers les continents comme le matériau de lame le plus tranchant connu du monde antique. Le pilier de Delhi, de ce point de vue, est simplement l'apogée de cette tradition. Des artisans qui avaient travaillé avec des minerais de fer à haute teneur en phosphore, spécifiques au sous-continent indien, assez longtemps pour apprendre par expérience quelles conditions de fusion produisaient les résultats les plus durables. Mais l'explication standard se heurte à une difficulté spécifique. La période Gupta fut l'une des époques les plus lettrées et intellectuellement productives de l'histoire de l'Inde. Les mathématiciens de la cour Gupta ont donné au monde le concept du zéro. Les astronomes ont produit des modèles héliocentriques du système solaire. L'Arthashastra, un traité de l'époque Maurya, documente les processus métallurgiques en détail. Et pourtant, aucun document Gupta, aucun manuel d'artisan, aucun registre de cours ne décrit le processus de construction d'un pilier en fer inoxydable. La formule, quelle qu'elle fût, était entièrement orale. Quand les artisans sont morts, elle est morte avec eux. Certains chercheurs se demandent si les métallurgistes Gupta ne travaillaient pas à partir d'une base de connaissances héritée encore plus ancienne, remontant à travers l'Empire Maurya
vers une tradition du fer dont nous n'avons pas entièrement cartographié les origines. Balasubramaniam lui-même a proposé que la compréhension de la formation de la misaouite pourrait transformer la technologie moderne des revêtements anti-corrosion, ce qui signifie qu'une découverte faite de manière empirique dans l'Inde du IVe siècle guide aujourd'hui activement la science des matériaux du XXIe siècle. Nous avons emprunté la réponse à des gens qui l'ont apparemment trouvée sans connaître la question. Top 5. La comète encodée de Göbekli. Peu du fer indien qui refuse de se décomposer, nous voyageons maintenant vers une colline du sud-est de la Turquie, sur un site si ancien et si précisément construit que lorsque les chercheurs ont enfin décodé ce qui était gravé dans ces pierres, ils ont suggéré que les bâtisseurs n'enregistraient pas une mythologie. Ils enregistraient une date astronomique, la date de la fin du monde avant le nôtre. Il y a 12 000 ans, avant la première ville, avant le premier système d'écriture connu, avant l'invention de la roue, quelqu'un a organisé assez de personnes pour extraire des blocs de calcaire pesant jusqu'à 10 tonnes, les traîner sur une colline du sud-est de l'Anatolie et les disposer en enceinte circulaire, précises ancrées par des paires de piliers en T mesurant jusqu'à 6 mètres de haut. La chronologie officielle de la préhistoire humaine dit que cela ne devrait pas être possible. En 10 000 avant notre ère, l'humanité consistait en bandes de chasseurs-cueilleurs dispersés, sans agriculture, sans surplus, sans appareil étatique pour mobiliser la main-d'œuvre. Et pourtant, Göbekli Tepe existe, trônant sur une crête à 15 kilomètres au nord-est de la ville turque moderne de Şanlıurfa, datée au radiocarbone d'au moins 9600 avant notre ère, ce qui le rend 6000 ans plus vieux que Stonehenge et plus de 7000 ans plus vieux que la Grande Pyramide. Le site a été identifié lors d'une étude en 1963, mais considéré comme un cimetière médiéval. L'archéologue allemand Klaus Schmidt en a reconnu la véritable importance en 1994 et l'a fouillé jusqu'à sa mort en 2014. Ce qu'il a trouvé sous la surface avait été délibérément enterré. Chaque enceinte terminée était intentionnellement remblayée sous des tonnes de décombres calcaires, la préservant parfaitement et soulevant une question à laquelle personne n'a répondu de manière adéquate. Pourquoi enterrer son propre temple ? Le pilier inachevé gisant toujours dans la carrière de roche, mer à 100 mètres du site principal, donne une image partielle de la méthode de construction. Il mesure environ 7 mètres de long, était façonné directement dans la roche et devait probablement être dégagé une fois terminé. Il pèse environ 50 tonnes. Aucun système de corde ou de traîneau capable de le déplacer n'a été trouvé près du site. Aucune couche d'habitation, aucun foyer de cuisine, aucune fosse de stockage ni zone de couchage n'ont été identifiées au sein du complexe, ce qui signifie que Göbekli Tepe n'était pas un habitat, c'était une destination. Les gens s'y rendaient, y bâtissaient, puis, à un moment donné, l'enterraient complètement et s'en allaient. En 2017, Martin Sweatman et Dimitrios Tsikritsis de l'Université d'Édimbourg ont publié un article évalué par des pairs dans Mediterranean Archaeology and Archaeometry, proposant quelque chose qui recadre l'ensemble du site. Ils ont soutenu que les sculptures d'animaux sur le pilier le plus élaboré du complexe, le pilier 43, ne sont pas décoratives. Elles sont une carte du ciel. Des animaux spécifiques correspondent à des constellations spécifiques dans un système utilisant les mêmes conventions de noms d'étoiles zoomorphes, documentées dans d'autres traditions astronomiques anciennes, le vautour pour le sagittaire, le scorpion pour le scorpion. Lorsque la configuration des animaux sculptés est superposée au ciel nocturne antique, les positions astronomiques encodent une date spécifique. Cette date est environ 10 950 avant notre ère. Cette date est importante à cause de ce qu'une vaste étude multi-institutionnelle, publiée dans le Journal of Geology en 2018, a identifié à ce moment précis de l'histoire géologique. 24 chercheurs répartis dans 12 pays, analysant des sites sur 4 continents, ont trouvé une couche cohérente d'indicateurs d'impact vers environ 10 835 avant notre ère. Nanodiamants, éléments du groupe du platine, quartz choqué et sphérules microscopiques, compatibles avec un événement d'impact cosmique à l'échelle continentale. C'est l'événement de la limite du Dryas récent. Une proposition de collision de comètes ou d'astéroïdes qui, selon certains chercheurs,
a déclenché la période froide de 1200 ans, connue sous le nom de Dryas récent, et pourrait avoir dévasté les populations humaines sur plusieurs continents. L'interprétation de Sweatman, si elle est correcte, signifie que Göbekli Tepe n'a pas été construit par des chasseurs-cueilleurs primitifs s'élevant vers la civilisation. Il a été construit par des gens qui savaient déjà à quoi ressemblait une catastrophe, mettant fin à une civilisation parce qu'ils en avaient survécu à une. Des gens qui ont encodé la date de cette catastrophe dans des sculptures d'animaux sur des piliers calcaires délibérément comme mémorial ou avertissement, puis ont enterré tout le registre sous des tonnes de décombres pour qu'il leur survive. La position archéologique dominante est que les sculptures d'animaux sont totémiques et mythologiques, non astronomiques, et que la corrélation de dates identifiée par Sweatman pourrait être fortuite. Identifier des constellations dans des sculptures anciennes implique des choix interprétatifs qui ne sont pas uniquement déterminés par les images elles-mêmes, et la corrélation avec la date du Dryas récent ne prouve pas l'intention. Mais le remblayage délibéré de l'ensemble du site n'a pas d'explication satisfaisante dans les modèles conventionnels d'abandon religieux. Les cultures abandonnent des temples, elles les démolissent parfois. Aucune culture n'a été documentée enterrant systématiquement un complexe rituel complet sous des tonnes de décombres précisément placés, comme s'il s'agissait de sceller un coffre-fort. Les relevés géophysiques suggèrent que seulement 5% de Göbekli Tepe a été fouillé. Quoi qu'il y ait dans les 95% restants, cela attend depuis 12 000 ans que quelqu'un demande pourquoi cela a été caché. Top 6. Les murs vivants de Sacsayhuaman. D'une colline en Turquie, où quelqu'un a peut-être encodé la fin d'un monde dans la pierre, nous descendons maintenant vers les Andes péruviennes, où une autre civilisation a construit des murs qui ont survécu à tous les tremblements de terre que les montagnes ont pu leur infliger. Les murs vivants de Sacsayhuaman. En 1950, un séisme majeur a frappé Cusco, au Pérou. Les bâtiments modernes en béton et en pierre de la ville se sont fissurés, effondrés et sont tombés. Lorsque la poussière est retombée, les murs de Sacsayhuaman, construits par les Incas environ 500 ans plus tôt, sans une seule goutte de mortier, sans béton, sans barre d'armature en acier, ne présentaient pratiquement aucun dommage structurel. Le tremblement de terre avait détruit la ville coloniale, qui avait grandi dans l'ombre de Sacsayhuaman. Les murs anciens avaient simplement absorbé l'énergie et étaient restés debout. Cette survie n'est pas un accident de parcours. C'est le résultat d'un principe d'ingénierie si sophistiqué que les ingénieurs structurels étudiant les murs à la fin du XXe siècle ont découvert qu'il avait été délibérément intégré à la conception. Une conception qui, selon la chronologie standard, a été produite par une civilisation sans manuel d'ingénierie écrit, sans architecte formé à l'université et sans mathématiques formelles au-delà de ce qui pouvait être encodé dans des cordes nouées. Sacsayhuaman trône sur une crête à 2 km, au nord de Cusco, à une altitude de 3701 mètres. Ces 3 murs de terrasse principaux sont construits à partir de blocs de calcaire polygonaux de forme irrégulière, dont le plus grand mesure environ 8,5 mètres de haut, 5 mètres de large et pèse environ 125 tonnes. On compte environ 3000 blocs de plusieurs tonnes dans les murs principaux. Ils sont ajustés sans mortier selon des joints tridimensionnels imbriqués, chaque bloc touchant ses voisins sur plusieurs faces irrégulières simultanément. La précision de l'ajustement a été décrite par le chroniqueur espagnol Pedro Cieza de León en 1553 et sa description a été confirmée par chaque ingénieur moderne ayant examiné les murs. Une simple feuille de papier ne peut être insérée dans les joints. Jean-Pierre Protzen de l'UC Berkeley a passé des années à tenter de comprendre la taille de pierre Inca par l'archéologie expérimentale, publiant ses découvertes en 1985. Sa conclusion était que les Incas façonnaient les pierres principalement par martelage, en les frappant à plusieurs reprises avec des pierres plus dures pour enlever de la matière. Cette méthode peut produire des surfaces planes, mais elle ne peut pas facilement produire la géométrie complexe des joints polygonaux, tridimensionnels, vus à Sacsayhuaman, qui exige que chaque bloc s'adapte à ses voisins sur 6 faces irrégulières ou plus simultanément, sans interstice. Abaisser une pierre de 125 tonnes sur ses voisines, vérifier l'ajustement sur chaque face, la soulever à nouveau, ajuster et recommencer n'est pas un processus.
C'est une impossibilité technique sans géométrie précalculée. Une analyse de 1998 par les ingénieurs structurels John Earls et Gary Hurton a identifié pourquoi les murs survivent aux séismes qui détruisent les bâtiments alentours. Le motif en zigzag des trois murs de terrasse, qui semble purement esthétique de loin, fonctionne comme un système de dissipation d'énergie sismique. Sous une charge sismique oscillatoire, les joints polygonaux irréguliers permettent aux pierres individuelles de bouger microscopiquement et de redistribuer la contrainte latéralement sur la face du mur, plutôt que de la concentrer en des points fixes. Le mur bouge légèrement dans son ensemble, puis se remet en place. L'ingénierie sismique moderne parvient à une flexibilité structurelle contrôlée grâce à une conception de joints calculés. Les Incas ont obtenu le même résultat sans apparemment un seul calcul écrit. Les autorités coloniales espagnoles qui ont démantelé des parties de Sacsayhuaman au XVIe siècle pour construire la cathédrale de Cusco fournissent une preuve involontaire de la difficulté de la construction. Ils ont réussi à retirer les plus petits blocs pour les réutiliser, mais ils ont laissé en place les blocs dépassant environ 20 tonnes. Aucun équipement espagnol disponible dans les années 1500 ne pouvait les déplacer. Ces mêmes blocs sont toujours en place aujourd'hui. L'explication dominante est tout à fait cohérente dans ses limites. Les Incas utilisaient la mita, un système de taxes par le travail qui mobilisait des dizaines de milliers d'ouvriers chaque année pour des projets étatiques, et les bâtisseurs andins avaient accumulé des siècles de savoir-faire dans la construction en pierre polygonale. La résistance au séisme est comprise comme une découverte empirique pratique, faite au fil des générations de construction dans l'une des régions les plus sismiquement actives au monde. Mais l'absence d'une méthode de précalcul pour la géométrie des joints tridimensionnels n'a jamais été résolue. Et les mêmes connecteurs métalliques en forme de I coulés en fusion dans des rainures de pierre prétaillées qui apparaissent à Pumapunku apparaissent également ici à Sacsayhuaman, et aussi indépendamment, séparés par l'océan Atlantique, sur des sites antiques en Égypte et au Liban. Trois civilisations distinctes, aucun contact confirmé, une technique de connecteur spécialisé identique. La réponse dominante est l'invention parallèle, mais certains chercheurs regardent cette coïncidence technique spécifique et se demandent si l'invention parallèle est réellement l'explication la plus économique ou simplement la plus confortable. Top 7. L'assainissement urbain de Mohenjo-Daro. Des murs résistants aux séismes au Pérou, nous voyageons vers la vallée de l'Indus, dans une ville abandonnée il y a 4000 ans, qui a accompli quelque chose qu'aucune civilisation antique n'avait tenté auparavant à une échelle comparable. Un système d'assainissement public au service de chaque habitant, pas seulement de l'élite. Fermez les yeux et imaginez Londres en pressuivissant, la plus grande ville d'Europe, capitale d'un empire contrôlant un quart de la surface du globe. Les eaux usées coulent dans les rues, la Tamise est un égout à ciel ouvert et les épidémies de choléra tuent des dizaines de milliers de personnes. La ville ne construira pas de système de drainage souterrain fonctionnel avant 65 ans, pas avant 1865, lorsque le réseau d'égouts souterrains de l'ingénieur Joseph Bazalgette commencera enfin à freiner le nombre de morts. Maintenant, ouvrez les yeux et marchez dans une ville construite 4600 ans plus tôt, dans la vallée de l'Indus, dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan. Chaque maison possède des toilettes. Chaque toilette se vide via un canal en briques couvert. Chaque canal est relié à un réseau d'égouts municipal circulant sous les rues, avec des regards d'inspection à intervalles réguliers pour que les obstructions puissent être dégagées. Voici Mohenjo-Daro, et le fossé entre ce qu'elle a accompli et l'époque à laquelle elle l'a fait est l'un des faits les plus discrètement stupéfiants de toute l'histoire de la civilisation humaine. Mohenjo-Daro était inconnu du monde moderne jusqu'en 1922, quand l'archéologue R.D. Banerjee a identifié le site lors d'une étude dirigée par John Marshall de l'Archaeological Survey of India. Ce que les fouilles systématiques ont révélé n'était pas un habitat primitif. C'était une ville planifiée selon un tracé de rue en damier, avec une population estimée entre 35 000 et 40 000 personnes, construite à partir de briques cuites, standardisées avec deux systèmes de drainage distincts. L'un pour les eaux grises domestiques et un système séparé pour les déchets solides, indiquant que les ingénieurs de l'Indus comprenaient le principe sanitaire de séparation des flux de déchets. Ce principe n'a été formellement articulé dans la santé publique occidentale qu'au XIXe siècle.
La standardisation des briques est à elle seule remarquable. Les briques cuites à travers toute la civilisation de la vallée de l'Indus, des sites couvrant environ 1,5 million de kilomètres carrés de l'Afghanistan moderne au Gujarat, conservent un ratio de dimension constant de 1 à 2,4 en hauteur, largeur et longueur, la taille la plus courante étant d'environ 7,28 cm. Cette standardisation à travers une civilisation plus vaste que l'Égypte ancienne et la Mésopotamie réunie implique une norme de fabrication administrée de manière centrale et un réseau de distribution d'une portée organisationnelle extraordinaire. Quelqu'un, quelque part, a décidé des dimensions et tout le monde sur 1,5 million de kilomètres carrés les a utilisés. Le grand bain de Mohenjo-Daro, fouillé par John Marshall en 1926, mesure 12 mètres de long, 7 mètres de large et 2,4 mètres de profondeur. Il a été construit en briques cuites fixées dans un mortier de gypse, imperméabilisé par une couche de bitume et doublé d'une seconde couche de briques. Un système d'étanchéité multicouche qui, selon Marshall lui-même, rivalise avec la sophistication structurelle des infrastructures de bains romaines construites 2000 ans plus tard. Plus de 700 puits ont été identifiés à Mohenjo-Daro, environ un puits pour 50 habitants, offrant un ratio d'accès à l'eau par habitant que les villes européennes n'ont égalé qu'à l'ère industrielle. L'explication dominante pour tout cela est simple et défendable. La civilisation de la vallée de l'Indus était une culture urbaine sophistiquée de l'âge du bronze qui a développé son ingénierie de manière organique à partir de traditions néolithiques de gestion de l'eau plus anciennes dans la région. L'accent mis sur l'hygiène reflète probablement des valeurs culturelles autour de la pureté rituelle documentée dans les textes religieux védiques ultérieurs. Avec une densité de population, une capacité organisationnelle et une motivation culturelle suffisante, l'infrastructure d'assainissement est réalisable grâce à l'expertise artisanale accumulée sur des générations. Mais voici ce que cette explication n'aborde pas. Toutes les autres sociétés étatiques de l'âge du bronze de sophistication comparable, la Mésopotamie, l'Égypte, les Minoans, la dynastie Shang, ont construit une architecture monumentale impressionnante pour leurs élites et ont laissé leurs habitants ordinaires gérer leurs propres déchets comme ils le pouvaient. Le système d'assainissement de Mohenjo-Daro servait chaque maison. Pas le palais, pas le complexe du temple, chaque maison. Ce n'est pas le reflet d'une capacité d'ingénierie, c'est le reflet d'une idéologie civique sur les droits des gens ordinaires qui n'a aucun parallèle dans le monde antique et qui n'a pas été systématiquement articulée dans la pensée politique occidentale avant les Lumières. Il y a aussi l'écriture. La civilisation de la vallée de l'Indus a produit environ 4000 sceaux inscrits dans un système d'écriture qui reste totalement indéchiffré malgré des décennies d'efforts par des linguistes du monde entier. Une analyse statistique de 2009 par Rajesh Rao de l'Université de Washington, publiée dans Science, a confirmé que l'écriture possède les propriétés mathématiques d'une langue structurée et non d'un simple système d'étiquetage. Sans cette écriture, nous ne pouvons pas savoir comment la ville était administrée, qui décidait du ratio des briques, qui construisait les égouts, ou pourquoi il les construisait pour tout le monde. Les réponses à toutes ces questions se trouvent dans ces 4000 sceaux, dans une langue que personne de vivant ne peut lire. Top 8. Les reliefs de Dendera. D'une ville qui construisait pour son peuple, nous voyageons maintenant vers un temple en Égypte où les prêtres ont construit quelque chose sur les murs dont les égyptologues et les ingénieurs électriciens débattent discrètement depuis 50 ans. Les reliefs de Dendera. Au plus profond du temple d'Hathor à Dendera, à 60 km au nord de Luxor, se trouve une série de cryptes souterraines inaccessibles par le circuit touristique standard. Les plafonds sont bas, l'air est sec et sur les murs, gravés dans le calcaire à l'époque ptolémaïque, vers 50 avant notre ère, se trouvent une série d'images qui ont généré plus de désaccords par centimètre carré que presque toutes les autres gravures anciennes d'Égypte. Ce que l'on voit dans les panneaux les plus analysés, ce sont de grands objets allongés, en forme d'ampoule à une extrémité, s'effilant vers une structure de base. À l'intérieur de chaque ampoule se trouve un serpent courant sur toute la longueur de l'objet, touchant l'extrémité étroite à un bout. La base d'où chaque objet semble émerger a la forme d'un pilier djedim, le symbole égyptien associé à Osiris et à la stabilité.
Des figures humaines se tiennent à côté et sous les objets et dans des postures qui pourraient être interprétées comme rituelles ou opérationnelles, selon le cadre interprétatif que vous apportez. L'interprétation égyptologique est cohérente et bien argumentée. Les formes allongées sont des boutons de lotus ou des œufs cosmiques. Le serpent à l'intérieur est Arsomtos, le serpent primordial associé à la puissance divine et à la protection. La base en pilier d'Iged est un symbole religieux standard avec des siècles d'utilisation documentés. L'ensemble de la composition est une scène théologique représentant l'émergence de la force créatrice divine à partir de la source primordiale. L'égyptologue Eric Hornung, dans son ouvrage de 1999 sur les traditions ésotériques égyptiennes, a reconnu l'interprétation électrique comme la lecture alternative la plus largement diffusée, mais l'a rejetée car inutile étant donné le vocabulaire mythologique établi. Cette interprétation alternative a été proposée par l'ingénieur électricien autrichien Walter Garn dans les années 1960. Garn a regardé les gravures de Dendera et a vu quelque chose de différent. Il a vu le profil géométrique d'un tube de Crookes, un tube à vide en verre avec une électrode interne d'où jaillit un filament de décharge lorsqu'un courant est appliqué, l'ancêtre direct de l'ampoule moderne. Selon sa lecture, la forme d'ampoule allongée est une enveloppe de verre, le serpent est le filament de décharge et la base en pilier DJED est un support isolant du type utilisé dans les appareils électriques à haute tension. Il a construit un tube à vide fonctionnel en utilisant la géométrie du relief de Dendera comme schéma et aurait produit une lueur électrique ténue. Le détail physique qu'aucune des deux interprétations ne résout pleinement est l'état des cryptes elles-mêmes. Les espaces souterrains clos utilisés dans l'Antiquité pour toute activité nécessitant une présence humaine exigeaient de la lumière. Chaque espace antique fermé où l'on utilisait des torches ou des lampes à huile, des chambres funéraires de la vallée des rois, aux couloirs de service des temples romains, présente des traces de dépôts de carbone sur les plafonds et les parties hautes des murs. Les cryptes de Dendera sont systématiquement rapportées comme étant exemptes de suie. Si des lampes à huile ou des torches éclairaient à l'espace, les preuves physiques devraient être présentes. Elles ne le sont pas. La période ptolémaïque où ces gravures ont été faites plaçait le temple de Dendera dans l'orbite intellectuelle d'Alexandrie, où les savants exploraient simultanément l'électricité statique, la pneumatique et la force de la vapeur. Héron d'Alexandrie construisait des théâtres mécaniques programmables à cette époque. Le complexe de la bibliothèque et du musée d'Alexandrie ptolémaïque représentait la communauté scientifique la plus concentrée du monde antique. L'idée que les prêtres savants de l'ère alexandrine aient développé des applications pratiques de phénomènes électriques ou électrochimiques pour un usage dans des contextes rituels spécifiques et aient encodé cette technologie dans un langage visuel religieux par secret professionnel n'est pas impossible. Elle est simplement non documentée. Certains chercheurs ont également pointé du doigt les inscriptions accompagnant les gravures des cryptes de Dendera, qui incluent des termes n'apparaissant qu'une seule fois dans tout le corpus subsistant de l'écriture hiéroglyphique égyptienne, des hapax legomena, des mots à occurrence unique dont le sens ne peut être déduit par comparaison. Si les scènes dépeintes étaient des compositions religieuses standards, le langage les décrivant devrait être un langage religieux standard. La présence d'une terminologie unique et intraduisible dans ces panneaux spécifiques suggère que les scènes pourraient dépeindre quelque chose qui nécessitait un vocabulaire inutile ailleurs dans les registres religieux. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui éclairait les cryptes de Dendera. Ce que nous savons, c'est que la question n'a pas été résolue. Voici 10 objets, 10 artefacts tirés de la terre, de la mer ou des murs de temples antiques. Lorsque vous les placez côte à côte, un ordinateur à engrenage de Grèce, une précision de pierre taillée de Bolivie, de la nanotechnologie dans du verre romain, du fer inoxydable d'Inde, un mémorial de comètes encodé dans la pierre en Turquie, des murs résistants aux séismes au Pérou, un système d'égout urbain au Pakistan, des schémas peut-être électriques en Égypte, un instrument anonyme de la frontière romaine et un modèle aérodynamique provenant d'une tombe égyptienne. Un schéma émerge que les explications dominantes individuelles, bien que raisonnables isolément, peinent à justifier collectivement.
La vision officielle est que chacun d'eux représente l'apogée de sa propre tradition locale d'expertise empirique accumulée. Artisans qualifiés, itération patiente, travail motivé, résolution de problèmes convergentes. L'ingéniosité humaine, avec du temps et des besoins, peut atteindre des conclusions extraordinaires de manière indépendante dans différentes parties du monde. C'est un cadre cohérent. Il s'appuie sur de nombreuses preuves et il est probablement vrai sur bien des points. Mais le schéma qui apparaît à travers ces 10 artefacts n'est pas seulement la sophistication, c'est la sophistication suivie d'une disparition totale. La tradition denticitaire s'évanouit pendant 1400 ans. La nanotechnologie de Rome meurt avec les artisans qui l'ont fabriquée. La formule du fer des Gupta n'est jamais écrite. Le savoir administratif de Mohenjo-Daro meurt avec une écriture indéchiffrée. Les dodécaèdres romains perdent leur nom et leur fonction en une seule génération. L'oiseau de Saqqara reste dans une boîte pendant 71 ans avant que quelqu'un ne reconnaisse sa nature. Dans chaque cas, le savoir n'a pas été transmis, il a été totalement perdu, comme si la tradition avait été sectionnée plutôt qu'atténuée. Ce schéma, un savoir sophistiqué apparaissant, fonctionnant, puis disparaissant sans successeur écrit, suggère quelque chose que le modèle linéaire standard du progrès humain peine à expliquer. Le progrès dans le modèle standard s'accumule. Il ne disparaît pas sans laisser de traces. Mais ces 10 artefacts sont les traces. Ils sont ce qui reste après que quelque chose de bien plus vaste a disparu. Peut-être que la position la plus honnête est celle-ci. Nous avons supposé, sans tout à fait nous en rendre compte, que nous sommes la version la plus sophistiquée de l'humanité ayant jamais existé. Ces objets suggèrent que cette hypothèse mérite plus d'examen qu'elle n'en reçoit habituellement. Non pas parce qu'ils prouvent une alternative, ils ne le font pas, mais parce qu'ils démontrent physiquement que l'écart entre ce que les anciens pouvaient faire et ce que nous leur reconnaissons comme savoir était parfois bien plus mince que ce que suggèrent les livres d'histoire. La plupart des gens traversent les musées, lisent l'étiquette et acceptent le silence entre l'objet et l'explication. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté pour les 10. Cela signifie que vous comprenez que la distance entre ce que nous pouvons prouver et ce que nous voyons de nos propres yeux est l'endroit où la véritable histoire est enterrée. Si ces 10 artefacts ont changé votre regard sur le passé primitif, alors rejoignez-nous pour continuer à creuser. Nous déterrons l'histoire que le temps a tenté d'ensevelir et les secrets qui n'étaient jamais censés être oubliés. Si vous croyez que le passé recèle plus que ce que l'on nous a dit, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo pour soutenir notre enquête. Le prochain trésor de l'ingéniosité humaine attend d'être redécouvert. Découvrons la vérité ensemble.